Bienvenue sur France 24. Vous regardez le débat 1h40. Ce fut le plus long discours conjoint de l'histoire devant le Congrès. Donald Trump s'est d'abord adressé à ses partisans. America First, avec une autosatisfaction totalement assumée. Rien ne peut arrêter le rêve américain et notre pays est sur le point de faire un retour comme le monde n'en a jamais vu et peut-être n'en reverra jamais de nouveau. Il a surtout été question de politique intérieure. Donald Trump a évacué les questions internationales, évoquant quand même une lettre reçue par Volodymyr Zelensky, mais aussi le Panama, le Groenland. Et les républicains, bien sûr, l'ont applaudi à tout rompre. Les démocrates cherchent encore la parade. Après tout, ils ne sont pas les seuls. Alors, qui pour arrêter Donald Trump? Une question un peu provocante pour ce débat ce soir. Et nous sommes donc avec Pascal Boniface. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de Geostrategics aux éditions d'Uno. Et nous sommes surtout aussi en direct de New York. Alors avec Tristan Cabello, bonsoir, bonjour pour vous, historien, spécialiste des États-Unis, maître de conférences. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin Mathieu Mabin qui est notre correspondant à Washington, faut-il que je le souligne. Et on me dit aussi que John Rick MacArthur, directeur de Harper's Magazine, est avec nous. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, John Rick. Voilà, on va voir tout à l'heure la couverture, évidemment, du Harper's de mars. Alors, je vais commencer avec vous, Pascal Boniface, puisque vous êtes, vous, à Paris. Vous avez regardé ce discours ou vous avez choisi les temps forts, les meilleurs moments? J'ai plutôt choisi les temps forts. Ils étaient nombreux, remarquez. Oui. Ils n'ont pas manqué. C'était sur la longueur. Et alors, c'est du Trump dans le texte, avec quand même quelque chose à noter. Cette volonté de dire une domination mondiale comme on n'en a jamais vu, ça, il ne l'avait pas encore dit. Sur le reste, on était un peu habitués. Mais affirmer comme cela, cette volonté de domination mondiale comme on n'en a jamais vu, c'est quand même... Là, c'était assumé pour vous. Très fort, oui, c'est ça. Donc, mais en même temps, on sait bien que c'est ce à quoi il croit et ce à quoi il pense. Et alors, vous avez titré votre émission « Qui peut l'arrêter ?» Je pense qu'il pourra l'arrêter, c'est la réalité, tout simplement. Parce que le monde n'est pas unipolaire et Trump agit et parle comme si le monde était unipolaire, ce qui n'est plus le cas. Et donc, il peut déclarer avec la brutalité une guerre commerciale au monde entier. Il ne pourra pas la gagner, surtout s'il l'a fait au monde entier et en ne ciblant pas que la seule Chine ou un seul pays. Donc effectivement, c'est une volonté de domination avec le ton méprisant qui convient pour certains, mais une fois encore, ça ne pourra pas passer la rampe de la réalité. Eh bien, justement, on va en parler tout au long de ce débat. Est-ce qu'il va être rattrapé par la réalité? Tiens, je vais poser la question à John Rick MacArthur. Vous avez certainement suivi ce discours, même s'il était assez long. Certains, d'ailleurs, trouvent que ça ressemblait à un meeting. Vous êtes d'accord? Vous êtes tout à fait, vous avez compris tout, parce que c'était finalement un meeting politique. Et ça ressemblait à des centaines et des centaines de meetings politiques qu'il a fait avec ses partisans. Sauf que là, il y avait les démocrates qui n'étaient pas contents. Mais quand même, le show a continué parce que grâce aux représentants, j'ai perdu son nom, celui qui a été chassé de la salle. C'est Al Green. Il a été expulsé. On va le voir tout à l'heure. On va même voir l'image là, effectivement. Qui menaçait Trump avec sa canne. Ça faisait très 19e siècle, avant la guerre de sécession, où les représentants s'attaquaient physiquement dans la salle. Alors, pour Trump, il est joyeux de voir ça, parce que surtout qu'un noir le menace avec une canne et qu'il est chassé de la chambre pour avoir été mal élevé, ce qui est ironique, bien sûr, avec Trump, il se réjouit de ce scénario. Alors, oui, il aime bien quand il y a du chaos. Le chaos, mais aussi, c'est lui l'homme fort qui chasse le dissident, qui n'a peur de personne, et que surtout pas des Noirs. Parce qu'il y a toujours un côté, n'oubliez pas, il y a toujours un côté raciste de souche chez Trump, parce que sa fortune immobilière a été basée sur la ségrégation, en grande partie.
on ne permettait pas les Noirs d'entrer, de louer des appartements dans les buildings Trump. Donc pour vous, c'est votre point de vue. Alors on va voir si Tristan Cabello est d'accord avec vous. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment vous analysez ce discours? Alors on le rappelle, 1h40, c'est lui qui tient le record. Là, il était devant un public conquis, ou presque, hormis les démocrates, évidemment. Oui, je suis assez d'accord. Ce qui est très frappant pour moi, c'est que Donald Trump nous parle du Golden Age, de l'âge d'or de l'Amérique, mais son discours était bien plus excluant qu'il n'était inclusif. Et comme on l'a dit précédemment, il y a plein de personnes pour Trump qui ne font pas partie de ce Golden Age. Il y a les minorités raciales, il y a les femmes, il y a les transgenres, il y a les woke, il y a les démocrates, il y a la gauche. Il y a vraiment beaucoup de gens, les universitaires, les manifestants pro-Palestine. Il y a vraiment beaucoup de gens et donc on se retrouve vraiment avec un noyau dur de l'Amérique WASP, comme on l'appelle ici, c'est-à-dire les hommes blancs qui sont assez fortunés et un peu et ultra riches. Ce qui était très important dans ce discours, moi, c'est pas tant ce que Donald Trump a dit, c'est surtout aussi ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas parlé des inégalités sociales, il n'a pas parlé de la pauvreté qui augmente à grands pas aux États-Unis. Il y a une étude qui vient de montrer que ici même à New York, dans sa ville natale, il y avait un New-Yorkais sur 4 qui était en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dont il n'a pas parlé. Il a essayé de nous dresser un peu un portrait d'une Amérique un peu symbolique, un peu rêvée, une Amérique du passé qui n'existe plus vraiment et dans laquelle beaucoup de gens sont exclus. Donc pour vous, une vision passéiste. Allez, on va terminer ce petit tour de table, ou plutôt de direct, puisque nous allons passer de New York à Washington avec vous, Mathieu Mabin. Lundi, vous nous aviez prévenu, on discutait aussi dans le débat effectivement de Donald Trump, il est à la une de l'actualité, et vous nous aviez dit ça sera un discours sur l'Amérique first, d'abord l'Amérique et d'abord la politique intérieure. Ce fut le cas. Oui, ça fait pas de moi un visionnaire, tout simplement. J'ai regardé la télévision comme vous et j'ai surtout écouté Donald Trump depuis la décennie écoulée. Si vous reprenez la trame du discours que Donald Trump a livré au Congrès des États-Unis la nuit dernière, vous retrouvez en substance la colonne vertébrale de son discours de 2016, à peu de choses près, avec quelques facteurs d'aspiration de bulletins de vote, comme le sujet de l'immigration, effectivement ses cibles favorites. On a beaucoup parlé des transgenres, ce sujet qui occupe une part importante de l'actualité américaine ces dernières semaines, ces derniers mois et même ces dernières années. Et de manière un peu disproportionnée d'ailleurs, mais un sujet effectivement qui passionne les Américains et qui est extrêmement clivant. Donald Trump surfe sur ces vagues-là. Bien sûr que la question de la transition de genre n'est pas le sujet central qui va conduire l'Amérique aux heures glorieuses dont elle est nostalgique en quelque sorte, mais ça fonctionne, ça marche, cela clive. Et c'est vrai que ça a eu un impact sur la campagne présidentielle notamment. Ce sujet et les autres, les sujets de l'inclusion qui sont entendus et perçus par une bonne moitié de la population américaine, on ne le dira jamais assez, comme des sujets d'exclusion d'eux-mêmes en réalité. N'oublions jamais qu'une bonne moitié de ce pays se considère comme la catégorie qui a fait de l'Amérique ce qu'elle est. En clair, une Amérique chrétienne, blanche, plutôt conservatrice, ancienne, héritière de familles venues de l'immigration européenne majoritairement, ceux-là ne reçoivent pas le discours de Donald Trump comme l'écrasante majorité de la population de New York ou de Washington, qui sont, rappelons-le, des exceptions sur le territoire américain. Oui. Dans la ville où j'habite depuis quelques années désormais, je pense que c'est pareil à New York, la population vote à 95% démocrate.
Donc il y a un décalage effectivement entre les différentes visions de l'Amérique, les différentes Amériques. Là nous sommes effectivement du côté Est, mais effectivement Washington, New York grâce à vous. On a vu cette image d'Elon Musk qui est applaudi, il a été applaudi et d'ailleurs c'est Donald Trump qui l'a fait applaudir, alors qu'on sait qu'il fait des coupes quand même drastiques avec le Dodge. Le Dodge, il en a été question aussi lors de ce discours. Et là c'est plus de 80. Alors j'essaye de retrouver mon chiffre effectivement avec le fisc américain envisage de renvoyer la moitié de ses quelques 90 000 employés. Donc les coupes continuent. Pascal Boniface, vous disiez il peut être attrapé par la réalité, mais la réalité de ces gens qui vont se retrouver sans emploi. Oui, c'est tout. Alors, démanteler les services fiscaux, c'est bien pour éviter de payer des impôts. Déjà que les services fiscaux sont pas très bien équipés par rapport aux avocats qui jouent sur les exemptions, sur le fait de payer le moins d'impôts. Et on sait que Musk est assez allergique aux impôts, comme tous les milliardaires qui sont dans l'équipe de Trump. Il veut réduire les impôts, remplacer les impôts par les taxes à l'importation. Et donc, c'est son programme. Et là, il y a un démantèlement, il y a un effet social dont vous parlez, des gens qui, tout d'un coup, se retrouvent sans emploi. Tous les gens de USAID qui étaient à l'étranger, qui ont dû payer leur billet d'avion retour parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et en fait, c'est un démantèlement de l'État fédéral qui est en train d'être mis en place par Elon Musk. Ça correspond à son programme comme libertarien, ça correspond au programme de Trump, mais ça va avoir un coût non seulement social, mais un coût d'efficience. Alors peut-être qu'il y a les administrations qui étaient hypertrophiées, comme partout, mais là, le fait d'y aller à la hache et que même Milei, le fantasque président argentin, dit que Trump et Musk vont limiter, c'est lui qui a donné le ton et qu'ils vont donner à la tronçonneuse l'administration, l'État fédéral va être affaibli, la justice et l'ensemble des choses. Donc c'est évidemment très grave. Parce que pour reconstruire après, ça va être difficile. Alors on se demande quels sont les contre-pouvoirs. Effectivement, alors il y a la justice, on va y revenir parce que vous évoquiez USAID. Finalement, la Cour suprême américaine, qui est quand même à majorité conservatrice, a quand même décidé de trancher, de dire que l'administration Trump devait verser un montant dû à des organisations d'aide internationale. C'est par la justice qu'on va y arriver, qu'on va arriver à peut-être faire flancher sur je ne dis pas moi ni vous, mais effectivement que c'est par la justice que certaines mesures vont être réfrénées. John Rick MacArthur. Certaines mesures, oui, si la branche judiciaire tient le coup, ça pourrait freiner les pires ambitions de l'entourage de Trump. Parce que pour moi, Trump n'a pas d'ambition au-delà de sa vanité et de son solipsisme. Donc, c'est vraiment... Excusez-moi de vous interrompre, mais on dit quand même qu'il veut le prix Nobel de la paix. On sent quand même qu'il a envie de marquer son époque, non? Vous ne pensez pas? Non, il a une capacité d'attention très, très faible, Trump. Il veut toujours changer de sujet. Et je vous dirais, juste pour faire une importante précision, à mon avis, que quelqu'un lui a dit « Attendez, Donald, il faut quand même dire quelque chose de substantif, faire un programme au lieu de simplement de résumer vos beaux mots. » Et 2 fois, j'ai noté qu'il a précisé quelque chose de populaire, qui serait populaire. Enlever les impôts sur la sécurité sociale, les paiements aux gens âgés, au-dessus de l'âge de 65 ans, et éliminer donner des déductions d'impôts sur les prêts immobiliers. Alors ça va quand même être populaire. Alors en même temps, il prône une énorme le renouvellement de la grande coupure de taxes, d'impôts qu'il a promulgué il y a 5 ans. Mais là, quand il parle d'enlever les taxes sur la sécurité sociale et en même temps aider les gens à acheter des maisons. Donc il propose toujours des... Il y a quand même un côté populaire. Oui, des mesures qui a été inséré dans son discours par quelqu'un. Mais sinon, est-ce qu'effectivement, là, il y a 22 États qui se sont opposés à la remise en cause du droit du sol, par exemple. Alors ça, je vais vous en parler à vous, Tristan Cabello. Effectivement, est-ce que ces actions en justice peuvent aboutir ou pas?
Oui, alors la justice marche, elle reste indépendante aux États-Unis. On l'a vu par exemple avec la décision de la Cour suprême aujourd'hui, qui a décidé que stopper l'aide de l'USAID aux pays en voie de développement, c'était tout simplement pas possible. Et puis il y a plusieurs actions en cours, donc vous l'avez mentionné sur le droit du sol, mais aussi des actions par exemple que les universités ont intenté, sont en procès avec l'administration Trump. Pourquoi ? Parce que les fonds fédéraux pour la recherche ou pour certaines recherches ont été stoppés. Mais je crois que ce qui est encore plus important, c'est de mentionner que le peuple s'oppose à la politique de Trump. Il faut toujours rappeler quand même que, contrairement à ce que l'on dit souvent à la radio, à la télévision, c'est pas la moitié des Américains qui a voté pour Trump. La moitié des Américains qui sont en âge de voter, en fait, ils n'ont pas voté. Et puis ensuite, on a un gros quart qui a voté pour Trump et puis un petit quart qui a voté pour Kamala Harris. Et là, ce que l'on voit dans les enquêtes d'opinion, je regardais les enquêtes d'opinion ce matin sur CNN, on voit que même du côté républicain, il y a 48-49% des républicains qui ne sont pas satisfaits de la politique de Trump. Puis bien évidemment, chez les démocrates et chez les indépendants, c'est beaucoup plus haut. Donc Donald Trump, en fait, c'est un président qui, à peine à quelques semaines de son deuxième mandat, est très impopulaire. C'est quelqu'un qui est très rejeté par une majorité de la population américaine. La population américaine a très peur. C'est le chaos dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'universités, dans beaucoup de business. Les gens n'ont pas vraiment de vision sur le long terme. Ils ne savent pas vraiment s'ils peuvent embaucher, etc. Donc il y a une sorte Donc d'incertitude. il y a vraiment beaucoup de flottement. Il y a une forme d'incertitude et ça crée beaucoup d'anxiété chez les Américains et ça se ressent dans les sondages que l'on voit juste là, après 3-4 semaines de présidence. Effectivement, Tristan Cabello, il y a des sondages qui montrent ce que vous expliquez, c'est-à-dire là on va pouvoir voir celui de ABC News où le programme de Trump est vu effectivement par les Américains, une moyenne d'approbation à 38%, de désapprobation à 46%, avec en fait on dit un agenda underwater, ça veut dire sous l'eau, en fait ça va trop, ça ne va pas. Sondage du Washington Post aussi, alors là qui a été fait un mois jour pour jour après l'investiture de Donald Trump, on voit aussi que 53% des Américains désapprouvent sa façon de faire. Est-ce que ce sont des sondages qui vous surprennent ou pas, Pascal Boniface ? Non, mais enfin, c'est pas non plus la catastrophe encore. Il Certes, faudra attendre. De toute façon, le prochain rendez-vous électoral, c'est dans 2 ans, enfin dans 23 mois, les mi-termes. Jusqu'ici, Trump a les mains libres. Ce qu'il faudra attendre, c'est le jour où l'inflation augmentera, dans la mesure où si vous taxez les produits qui viennent de l'extérieur, il y a un effet automatique sur les prix. Et donc, monsieur disait tout à l'heure qu'il y avait quand même beaucoup de pauvres aux États-Unis. La question sociale se pose. Et si l'inflation, qui était un des sujets de mécontentement les plus importants parmi les électeurs qui ont privé Kamala Harris d'un fort soutien, parce que c'était associé à la gestion de Biden, si l'inflation progresse, eh bien là, les sondages vont encore plus plonger. Pour l'instant, en fait, on voit les effets d'annonce, mais on n'a pas encore subi les effets des annonces qui ont été faites par Donald Trump. Donc, je pense que ces sondages peuvent s'empirer au fur et à mesure que les choses viennent en concrète. Pour l'instant, c'est verbal. Et puis, les choses vont devenir des réalités. On va revenir sur l'économie, effectivement, qui est peut-être le talon d'Achille, finalement, paradoxalement, de Donald Trump. Mais déjà, un mot des démocrates, parce que c'est vrai qu'on a vu, effectivement, Al Green qui a manifesté sa colère, cet élu démocrate qui a finalement été sorti du Congrès. On va revenir un peu sur leurs déclarations, parce qu'il y a eu des déclarations avec Nina Masson. À la Chambre des représentants ce mardi, un démocrate expulsé, des élus excédés et une tension maximale. Le démocrate Al Green a été sommé de quitter l'Assemblée après avoir hué à plusieurs reprises Donald Trump, qui s'exprimait pour la première fois au Congrès depuis son retour au pouvoir. D'autres élus de l'opposition ont brandi des pancartes pour protester contre la nouvelle administration. Ce que ce président a fait au cours des premières semaines de son mandat est vraiment anormal. La façon dont il exerce le pouvoir exécutif, en affirmant qu'il a le droit de fermer des ministères et des agences et de ne pas dépenser les fonds alloués par le Congrès de la manière prévue par la loi, est anormal.
Rarement au sein du Congrès, la division entre démocrates et républicains n'aura été aussi visible. Cravates rayées, rubans, de nombreux élus se sont parés des couleurs ukrainiennes ou ont arboré des tenues roses pour dénoncer les atteintes aux droits des femmes. Chargée de la réplique par les démocrates, Elissa Slotkin a, elle, remis l'économie au centre du débat. Objectif pour la sénatrice du Michigan, convaincre la classe moyenne délaissée selon elle par la nouvelle administration en vue des élections de mi-mandat en novembre 2026. Je pense que les démocrates ont une stratégie du laisser-faire face à cette politique de l'insolite menée par Donald Trump et Elon Musk. L'objectif est de générer un certain ressentiment de la part des électeurs. Les démocrates se présenteront ensuite lors des élections de mi-mandat dans 2 ans, comme le parti de la responsabilité. Selon des sondages récents, les démocrates n'ont jamais été aussi impopulaires depuis des décennies. Alors nous allons repartir à New York avec vous, John Rick MacArthur. Les démocrates, ils sont à la hauteur là ? À mon avis, non. On peut blâmer les démocrates pour Trump, et c'est surtout leur politique néolibérale, antinationaliste, multinationale, qui a détruit le Parti démocrate ou a aidé Trump à gagner énormément. Les chiffres sont clairs, que les anciens ouvriers de la ceinture de rouille ont voté largement pour Trump parce qu'ils détestent le Parti démocrate. J'ai parlé avec des syndicalistes qui m'ont dit « mais jamais plus on va voter démocrate ». Mais là, est-ce qu'ils ont été à la hauteur lors de ce discours ? Est-ce qu'on les entend ? Si Nancy Pelosi, qui a, je crois, 86 ans, c'est ça ? C'est elle encore qui reste le fer de lance des démocrates ? Où est la relève ? Malheureusement, il n'y a pas de réponse pour ces petits gens, les gens qui étaient démocrates, syndicalisés, noirs, blancs, latinos, un peu de tout, qui ont voté pendant des décennies pour le Parti démocrate, automatiquement, qui se sont trouvés au chômage à cause de l'ALENA et l'accord avec la Chine. Et voilà, l'homme fort arrive et dit je vais régler tous les comptes. Et on pourrait dire que ce discours d'hier était un très long règlement de comptes. Et il y a toujours des gens, des anciens employés d'usine qui se disent on a meilleure chance à rattraper notre ancienne vie avec Trump qu'avec les démocrates. Alors, tant que les démocrates n'offrent pas un programme politique pour contrer la politique néolibérale des années Clinton et d'Obama, leurs victoires seront temporaires et facilement submergées par la rhétorique de Trump. On va justement aller à Washington, effectivement, voilà le lieu de pouvoir retrouver Mathieu Mabin, notre correspondant. Est-ce que les démocrates s'organisent ? Est-ce que vous qui êtes au plus près de la vie politique américaine ? Alors, je ne peux pas faire autre chose que d'abonder dans le sens de ce qui vient d'être formulé. Effectivement, vu de Washington, après avoir observé 2 campagnes présidentielles, 2 campagnes des midterms au cours desquelles Donald Trump restait le personnage médiatique central, on ne peut pas s'empêcher effectivement de constater de manière parfaitement indépendante, ou en tout cas le plus possible, que les démocrates américains n'ont jamais réellement trouvé la bonne tonalité pour s'opposer à Donald Trump. Et j'irai même plus loin, en suivant la campagne de Kamala. Oui, c'est simplement pour vous dire que, effectivement, là, il y a encore une fois une déclaration de la porte-parole de Trump. Les démocrates sont le parti de la démence et de la haine. Ça vient effectivement une citation qui, quand même, est encore une fois extrêmement brutale. C'est compliqué d'avoir une vie politique saine et normale avec de tels cris, de telles déclarations. Oui.
Et oui, évidemment, mais j'ai envie de vous dire que cette déclaration que vous venez de citer, finalement, on en a une comme ça à peu près tous les jours à Washington. Hein. Elle est effectivement violente, mais on a un peu tendance à l'oublier. Ce qui peut raisonnablement nous étonner, c'est qu'après un épisode comme celui de vendredi dernier, qui nous a tous profondément choqués ou au moins intéressés et qu'on peut tous raisonnablement considérer comme un tournant dans la guerre en Ukraine, après un épisode comme celui-là, comment expliquer que les 3 anciens présidents démocrates vivant aujourd'hui aux États-Unis soient restés murés dans le silence? Joe Biden, qui a accueilli Volodymyr Zelensky ici comme autrefois l'Amérique accueillait Churchill, c'est-à-dire en héros absolu de l'Europe qu'il faut absolument sauver. L'homme qui était applaudi debout par le Congrès tout entier, à quelques exceptions près, c'est-à-dire les fanatiques de Trump à l'époque. Comment Barack Obama peut-il rester silencieux? Vous parliez de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi évolue dans les couloirs du Congrès avec un déambulateur. Où est la relève? Clairement. On a noté évidemment les cravates jaunes et bleues et les pins qui étaient portés par quelques élus démocrates dans le Congrès. Mais ce n'est pas ça qui va sauver l'Ukraine concrètement. Il faut un nouveau programme, tout simplement. Tristan Cabello, effectivement, on voit que la relève n'est pas là. Les démocrates essayent de s'organiser, mais n'y arrivent pas, semble-t-il. Vous, ce niveau de brutalité, d'injective, ça vous surprend, vous l'historien ? Non, pas vraiment. Enfin, le problème des démocrates, c'est pas qu'ils n'ont pas d'idées, c'est qu'ils refusent de prendre en compte les idées qui sont très populaires dans l'Amérique d'aujourd'hui. Par exemple, on sait que les Américains sont très à droite sur quelques sujets, sur l'immigration, sur la justice, sur la police par exemple. Mais ils sont aussi très à gauche sur d'autres sujets. Beaucoup d'Américains, une majorité d'entre eux en fait, veulent une santé universelle. Beaucoup d'Américains veulent l'université gratuite. Beaucoup d'Américains veulent, une majorité en fait, veulent un salaire minimum décent. Et les démocrates ont du mal à intégrer ces mesures qui sont très populaires dans la population, aussi bien républicaine que démocrate, dans leur programme. Mais ils sont aussi en total décalage avec leur base. 2 anecdotes hier. Quand Al Green se lève et brandit sa canne pour dire à Donald Trump « Vous n'avez pas un mandat pour réduire Medicaid ». Eh bien, dès le lendemain, on a eu tous les éditorialistes démocrates, beaucoup de démocrates de l'establishment qui ont dit sur les chaînes d'infos que ce n'était pas la bonne manière de s'adresser à Trump, ça n'était pas la bonne manière de résister à Trump. Or, ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, dans la base du Parti démocrate, on voit que beaucoup de militants du Parti démocrate ont aimé cette sortie de Al Green, ont aimé cette virulence qui était à mettre en parallèle de la virulence de Donald Trump. Et puis deuxièmement, il y a eu un autre moment très émouvant hier durant le speech, le discours de Donald Trump, c'est lorsqu'il a présenté cet enfant, ce jeune enfant du Texas, je crois, qui avait été guéri d'un cancer du cerveau et qu'il l'a promu bodyguard honoraire de Donald Trump parce que son rêve était de devenir policier, je crois. Bien là, les démocrates sont restés assis. Ils ne se sont pas levés pour applaudir ce jeune garçon. Et ça aussi, ça a été ressenti comme une forme de déconnexion dans la base démocrate. C'est-à-dire quand il y a un sujet comme ça qui est, bien évidemment que Donald Trump utilisait la figure de ce petit garçon, mais lorsqu'il s'agit d'applaudir voilà, un jeune homme qui était en rémission d'un cancer, bien là, normalement, tout le monde aurait dû se lever. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'il y a des idées dans le Parti démocrate, peu de gens pour les porter, mais aussi une certaine déconnexion en fait avec la base du pays. Voilà, qui pourrait expliquer une déconnexion des démocrates. Hein, vous nous expliquez. Alors maintenant, on va voir effectivement, est-ce que l'économie va jouer un rôle très important pour peut-être arrêter Donald Trump sur certaines mesures. On va écouter, il en a parlé notamment des droits de douane. On écoute Donald Trump. Les droits de douane visent à rendre l'Amérique riche et à la rendre encore plus grande. Et c'est ce qui se passe. Et cela arrivera assez rapidement. Il y aura quelques perturbations, mais ça ira.
Voilà, ça ira, il veut croire à la méthode de Coué. Johanna Struck nous a rejoint. On va parler avec vous d'un autre mouvement une sorte de riposte à la politique de Donald Trump dans quelques minutes. Mais déjà, les perturbations, on les a vues, ce sont ces droits de douane. Et on voit que là, il y a une sorte de, j'allais dire oui, effectivement, un rétropédalage, puisque là, c'est en train de tomber actuellement. Il y a par exemple, les voitures exemptées pendant un mois des droits de douane contre le Canada et le Mexique. C'est ce que vient de déclarer la Maison-Blanche. C'est l'économie, finalement, le maillon faible pour Donald Trump ? Oui, parce que là, on le voit tout de suite. Si vous augmentez les prix de 25%, ça se voit tout de suite. Les gens qui vont faire leurs courses le voient tout de suite. Walmart va protester. Et puis, les fournisseurs américains, les industriels américains qui font venir les pièces détachées de l'étranger vont voir leur compétitivité amoindrie. Donc, on voit bien que Trump va effectivement faire des exemptions et qu'il ne pourra pas appliquer pour tous les produits une taxe de 25%, sauf à créer un goulot d'étranglement formidable pour l'économie. Mais sauf qu'il a pris des engagements et il va devoir expliquer pourquoi il ne le tient pas. Et il va faire du coup par coup. Il a déjà repoussé pour le Canada d'un mois, il va revenir. De même que l'expulsion de 10 millions d'immigrés illégaux, on sait bien que c'est matériellement pas possible. Alors il va faire là des mesures symboliques pour pouvoir triompher. Mais effectivement, l'économie, ça a été déjà son maillon faible à la fin de son mandat, du fait du Covid. Là, ça risque d'être son maillon faible du fait d'un projet de taxation qui nous remène des années en arrière et surtout que les autres pays vont pas se laisser faire comme des agneaux sacrificiels en disant nous on va rien faire et ils vont aussi réagir. Donc en fait, une partie de ces soutiens ont très peur de ces mesures de taxation et je suis pas sûr qu'Elon Musk ou les autres milliardaires qui sont autour de lui, qui, eux, sont dans l'économie réelle, se disent que ce soit la meilleure idée du siècle. Effectivement, il y a des chiffres qui sortent, je vous parle sous votre contrôle, effectivement, Johanna, mais l'Université de Michigan a vu que les anticipations d'inflation moyenne des ménages au cours des 5 prochaines années ont atteint 3,5%. On va voir ces courbes en février 2025, soit plus que pendant le choc inflationniste de 2022. Pareil pour les prévisions de croissance américaines, pour le premier trimestre 2025, ça a chuté de 2,3 à moins 1,5% à la fin du mois de février. Donc on voit ces indicateurs qui ne sont pas très bons. John Rick MacArthur, est-ce que vous pensez vous aussi que finalement, même si c'est le roi du deal, Donald Trump, l'économie va le rattraper, la réalité, comme le disait Pascal Boniface ? Oui, bien sûr. L'inflation, si ça monte, si ça continue à affliger les gens moyens, ça pourrait bien sûr changer la donne. Les gens se sentiront trahis. Et il pourrait se révolter en 2 ans. Mais encore, on revient à la faiblesse du Parti démocrate parce que leur idéologie a été tellement dominée par les idées libre-échangistes des affaires, le milieu Wall Street, le milieu international, le milieu économique, académique, etc., ils sont complètement piégés par leur soutien par les riches de Wall Street. Et ils espèrent, j'ai l'impression, que ce sont les républicains, les gens sages du Parti républicain, les hommes d'affaires qui vont finalement mettre fin à l'escapade de Trump, mais pas eux. Alors, vous voyez bien, mon ami là qui vient de citer la réaction sur les réseaux sociaux du représentant qui a protesté. Il s'appelle encore une fois le pauvre le représentant avec sa canne qui menaçait Trump. C'était très populaire. Mais ce n'est pas populaire avec le Parti démocrate régulier. Oui, on en revient au fait d'être déconnectés. Ils sont déconnectés du peuple et ils préféreraient qu'un banquier critique Trump. Mathieu, un homme d'affaires important critique Trump. Pour eux, ça, c'est plus significatif. C'est plus important parce que c'est eux qui financent les campagnes électorales du Parti démocrate. Mathieu Mabin, je retourne à Washington. Là, on va quitter New York pour Washington. On a vu qu'hier, les bourses financières étaient extrêmement nerveuses. Elles sont fébriles, elles vont pas bien. Est-ce que ça va être le signal pour Donald Trump de se dire « Ouh là là, il faut que je fasse attention parce que c'est ça qui est important ».
Oui, absolument. Il a les yeux effectivement rivés sur ces courbes ainsi que sur la croissance qui n'annonce pas non plus des chiffres encourageants pour Donald Trump. Les prédictions étaient légèrement supérieures à 2,3 de mémoire. La croissance en réalité ne dépassera pas 1,3, 1,4 au cours du mois à venir, ce qui n'est pas effectivement un bon signal. Pas plus d'ailleurs que la politique de taxation douanière un peu frénétique menée par Donald Trump qui, on l'a dit, va immédiatement se répercuter par une augmentation des prix, quelque chose d'extrêmement concret dans les stations-service, mais chez Walmart, effectivement, et c'est ça qui fait la popularité ou non d'un président, c'est la capacité du citoyen à remplir son chariot, c'est extrêmement clair, on l'a sondé dans toute la moitié est des États-Unis durant la campagne présidentielle, c'est le sujet de préoccupation principal des Américains. Pas la guerre en Ukraine, malheureusement. Et on voit qu'il y a des ripostes qui se font, effectivement. On a vu Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, hier dire que c'était stupide, ces taxations. Là, Donald Trump lui répond qu'il ne en fait pas assez pour résoudre la guerre commerciale, mais on a quand même dit qu'il y avait eu un petit rétropédalage puisqu'il y a des exemptions. Donc on voit que là, c'est des leviers. En fait, tout est dans la menace et on décide ou pas de suivre Donald Trump ou pas. C'est ce qui se passe. Oui, parce que même en Europe, Mme Meloni ou Viktor Orban sont peut-être pro-Trump, mais si leurs produits sont taxés à 25%, ils vont avoir des problèmes avec leur opinion publique. Donc il y a quand même une colère contre Trump qui va monter. Même les partisans vont se dire c'est pas aussi bien que cela. Donc l'avantage pour l'Europe, c'est que les droits de douane ne sont pas pays par pays. Et là, Trump aurait pu utiliser d'une tactique de division pour jouer, donner un avantage à l'un. Là, la politique de l'Union européenne, elle se fait au niveau des 27 et non pas à chacun des pays. Donc il y aura une réponse unanime. Sur la Chine, il va avoir des difficultés aussi quand même parce que je suis pas sûr qu'Apple ait envie que les composants qui viennent de Chine augmentent de 20%. Donc tout ceci, et puis il y a des produits, et puis on voit aussi un mouvement de boycott qui s'est lancé, notamment au Canada. Justement, alors je me permets, puisque Johanna Cetruc nous a rejoint pour nous parler de cette riposte citoyenne. Donc qu'est-ce qui se passe? On l'évoquait il y a un instant, et on va faire réagir après nos invités. Alors en fait, c'est un mouvement de boycott qui s'est lancé notamment sur les réseaux sociaux. Partout, on voit des appels pour inciter les consommateurs à renoncer donc en fait à des produits américains. Certains internautes publient des listes ou des images d'ailleurs avec des grandes marques américaines qu'il faudrait donc arrêter d'acheter. On voit ici quelques exemples. Il y a même des tutos pour aider ceux qui participent à ce boycott à trouver des solutions alternatives. On va le voir notamment dans une vidéo de mayonnaise qui est manifestement tournée dans un supermarché suédois. La personne qui filme fait d'abord non en zoomant sur une marque américaine et ensuite elle prend une marque locale pour la mettre dans son caddie. Voilà le genre de publication qui se multiplie un petit peu partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc oui, ce mouvement, il prend une certaine ampleur, il s'étend en Europe et il s'étend notamment ici en France. Mais on l'a dit, c'est pas ici qu'il a commencé. Oui, c'est au Canada, effectivement. Mais on va justement voir avec John Rick MacArthur si effectivement vous en entendez parler de ce boycott alors européen et qui a commencé avec le Canada ou pas depuis New York. Le boycott des produits américains. Oui, par le Canada déjà et maintenant en Europe aussi. Il y a ou alors ça ne se passe pas du tout, c'est pas assez important pour qu'on en parle. Oui, c'est pas tellement important pour l'Américain moyen. Je dirais que ce qui est plus important pour l'économie, pour l'Américain moyen et pour la classe affaires américaine, c'est la possible pénurie de main-d'œuvre. Et on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'emplois au noir. Il y a 11 millions de sans-papiers aux États-Unis qui font vraiment marcher l'économie de base, qui ne votent pas. Et ces gens-là, s'ils sont chassés, s'ils sont expulsés de l'Amérique par Trump, ça pourrait vraiment gêner non seulement la classe d'affaires, les gens huppés, les business, les patrons d'entreprises, parce que eux, ils dépendent sur la main-d'œuvre illégale. Mais en même temps, il y a les gens moyens qui travaillent dans les petites entreprises qui sont menacées par des gens qui travaillent au noir, les sans-papiers. Voilà, donc eux, ils sont flous en ce moment. Ils sont flous. On ne sait pas de quel côté ils vont basculer.
mais vraiment, il y aura peut-être une révolte qui se produira à cause d'une pénurie de main-d'œuvre, ce qui est très intéressant. En principe. Oui, la pénurie de main-d'œuvre, c'est extrêmement intéressant, mais juste, moi, c'est vrai que ça me rend curieuse. Est-ce que ce genre de boycott, ça peut fonctionner, ça peut avoir un effet ou pas? Oui, ça peut fonctionner. Il y a eu un effort sur les réseaux de boycotter Amazon l'autre jour pour protester la dominance d'Amazon sur le marché privé et de boycotter ses produits, mais on n'en a pas parlé du tout le lendemain. D'accord. Johanna, juste... Moi, personnellement, ça me paraît assez compliqué d'imaginer qu'un boycott, en tout cas de ce type d'initiative qui est lancé sur les réseaux sociaux, puisse fonctionner parce que, d'abord, il y a énormément de produits qui sont fabriqués, qui sont made in America, qui sont vendus un petit peu partout dans le monde, des marques qu'on achète parfois quotidiennement sans même savoir qu'elles sont américaines, ou alors des objets auxquels on est fortement habitué. Prenez par exemple l'exemple des smartphones. Est-ce que vous pensez sérieusement que les aficionados de l'iPhone vont arrêter de l'utiliser pour s'acheter un Samsung ou un Huawei? Personnellement, j'ai du mal à l'imaginer. Et Tesla, il y a déjà effectivement une baisse. Et puis aussi, il y a une autre limite qui s'impose à ce mouvement de boycott, c'est le fait que certains produits sont effectivement d'origine américaine, mais ils sont fabriqués localement. Donc, par exemple, ici, en France. Donc, en essayant finalement de pénaliser l'économie américaine, on pourrait se retrouver à pénaliser l'économie française en pratiquant ce genre de boycott, ce genre d'initiative qui est lancée de manière un petit peu individuelle et qui est finalement pas coordonnée au niveau d'un État ou au niveau de l'Union européenne. Oui, effectivement, ce sont des citoyens. Tristan Cabello, l'historien que vous êtes, vous analysez ça comment? Ça s'est déjà vu, ces initiatives personnelles? Oui, mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a beaucoup de boycotts aux États-Unis envers des entreprises, des business américains. Au début de la présidence Trump, vous vous rappelez, on parlait beaucoup du fait que certaines entreprises avaient abandonné leur politique de DEI, leur politique de diversité, équité et d'inclusion. Il y avait beaucoup de grandes chaînes américaines qui s'étaient désolidarisées de ces politiques, par exemple Walmart, par exemple Target. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'avec un mouvement de boycott, par exemple contre Target, qui est une grande chaîne de magasins très connue ici, on voit que les gens ont commencé à boycotter ces magasins, que leurs ventes sont en baisse et qu'ils essayent de revenir en arrière et de se remettre aux politiques de diversité, d'équité et d'inclusion. Donc ce que je veux dire, c'est que avec la politique de Trump, on n'a pas attendu en fait les taxes douanières, les tarifs pour créer ces genres de boycotts, ce chaos dans l'économie. Le chaos est arrivé très rapidement et très rapidement les Américains se sont mis à boycotter Starbucks, Target ou Walmart avec des résultats plus ou moins importants. Alors, qui pour arrêter Donald Trump? C'est un peu la tradition en cette fin d'émission. Donc, pour vous, c'est d'être rattrapé par la réalité, c'est ça? Oui, les faits ont la tête dure et donc Trump se vit dans un monde qui n'existe plus. Un monde dans lequel, et c'est il décide de tout, un monde dans lequel les femmes, les Noirs n'ont aucun droit. Ce monde n'existe plus et ça va lui être rappelé de façon assez forte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, John Wick McArthur? Ce qui va le freiner, ce sont les riches, finalement. Et la position hypocrite de Trump, archi-hypocrite, c'est qu'il n'attaque pas Apple pour produire ses iPhones en Chine. Il n'y a pas un seul iPhone fabriqué aux États-Unis. Mais on n'entend pas Trump dire, voilà, je vais pénaliser Apple parce qu'il fabrique des iPhones à l'extérieur. Mais s'il y a un boycott de l'extérieur contre les iPhones, alors Trump, il va falloir qu'il tranche. Voilà. Je ne sais pas. Là, c'est impossible de savoir comment il va trancher. Mais on peut être sûr que la famille, la veuve de Steve Jobs va appeler à la Maison Blanche et dire mais arrêtez cette connerie.
Trump. D'accord. Bon, effectivement, il y a encore des personnes qui peuvent lui parler d'une manière aussi crue et brutale. Et peut-être que c'est ce message-là qui sera entendu. Merci. Le débat touche à sa fin. Merci à vous, Pascal Boniface. Merci beaucoup, Johanna, pour effectivement ce petit zoom sur ce boycott. Merci à Mathieu Mabin et à Tristan Cabello. Merci d'avoir été en direct de New York, de Washington et ici à Paris. L'information continue effectivement sur France 24 et surtout à 20h. Ne ratez pas l'allocution d'Emmanuel Macron. Ce sera en direct sur toutes nos antennes et ensuite le débrief avec Raphaël Kahn. Merci à vous de votre attention. À bientôt.